Bonjour Monsieur Asselineau, quels sont les événements internationaux qui ont retenu votre attention au cours des derniers jours? Eh bien, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2015. Les événements internationaux, comme d'habitude, il y en a des quantités. Je vais en retenir 3 ou 4 principaux, en tout cas ceux qui m'ont frappé. Première information d'importance, c'est que Artur Mas, le président de la Généralité de Catalogne, l'équivalent du président du Conseil régional de Catalogne en Espagne, celui-là même qui, avec son homologue Oriol Junqueras, qui est le président de la gauche catalane, et vous savez que je l'ai souvent expliqué, ils ont tous les deux proclamé leur volonté de mener la Catalogne à l'indépendance. Ils avaient annoncé en 2013 qu'ils conduiraient un référendum en 2014. Ils ont conduit ce référendum l'année dernière, malgré l'interdiction qui avait été faite depuis Madrid. Ce que l'on a appris donc il y a quelques jours, c'est que Artur Mas, en tant que président de la Généralité de Catalogne, a été interpellé, emmené dans les services chez le juge d'instruction, et il a été inculpé de sédition, avec toute une série d'incriminations, notamment également détournement de fonds publics, puisqu'il a utilisé des fonds de la région Catalogne pour organiser ce référendum de pseudo-indépendance qui était inconstitutionnel selon la constitution de l'Espagne. Il a donc été inculpé également de détournement de fonds publics, de sédition. Enfin, je ne me rappelle plus exactement tous les chefs d'inculpation. Voilà. Alors il est sorti donc de ça aujourd'hui, 15 octobre. Il se trouve que c'était un choix assez malheureux de date parce que le 15 octobre, c'était justement la date où avait été tué l'un de ses lointains prédécesseurs qui, sous le franquisme, avait proclamé lui-même l'indépendance de la Catalogne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui étaient là pour soutenir Artur Mas. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que c'est la confirmation de ce que j'ai dit depuis maintenant longtemps, c'est-à-dire que la situation en Espagne et sur ce sujet de l'indépendance de la Catalogne n'est pas du tout bonne. C'est une situation qui ne fait que s'envenimer de mois en mois, de semestre en semestre, d'année en année, puisque les partisans de l'indépendance de la Catalogne, comme vous le savez, lors des dernières élections d'ailleurs en Catalogne, ont obtenu non pas la majorité des voix, ils ont obtenu 47% des suffrages, mais ils ont quand même obtenu la majorité des sièges au Parlement à Barcelone, et ils ne laissent pas du tout tomber ce projet. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'armée espagnole, quant à elle, a déjà signifié qu'en aucun cas il ne laisserait l'Espagne être privée, si j'ose dire, de la Catalogne, et la Catalogne réclamait son indépendance. Je signale également que cette indépendance, je l'ai déjà dit souvent, mais je le répète, que pour les partisans de cette indépendance, c'est une indépendance factice, pour rire, puisqu'il s'agit de faire une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Voilà, c'est comme si l'Espagne était un État tyrannique, alors que l'Union européenne était une entité salvatrice. C'est évidemment se moquer du monde. Alors ça, c'est très important, parce que on voit à l'état de laboratoire ce qui risque d'arriver dans d'autres pays de l'Union européenne. On pense bien entendu à l'Écosse, au Royaume-Uni, qui d'ailleurs devrait plutôt s'appeler le Royaume des Unis, puisque entre l'Écosse qui veut l'indépendance, le Pays de Galles qui n'en pense pas moins, et puis l'Irlande du Nord, c'est un pays qui part un petit peu en vrille. Ça fait penser également à la Flandre en Belgique, et puis ça fait penser, bien entendu, en France et aux élections régionales. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les élections régionales que nous allons commencer en France vont être pour l'UPR l'occasion d'expliquer aux Français ce qui se cache derrière ce projet des euro-régions. En réalité, le démantèlement des États-nations, de telle sorte qu'il n'y ait plus aucune entité qui puisse s'opposer à la toute-puissance de l'Empire dirigé depuis Washington. Dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, un autre événement qui est passé assez inaperçu, mais moi j'aime bien, lors de ces entretiens d'actualité, parler de ce qui est passé un petit peu inaperçu. Je ne vais pas m'étendre sur des sujets qui ont été rebattus dans les grands médias. Un sujet qui est passé inaperçu, c'est qu'il y a
il y a un homme qui s'appelle M. Ferhat Meheni, et qui est de nationalité algérienne, mais qui est à l'intérieur de l'Algérie. Vous savez qu'il y a une région qui s'appelle la Kabylie. Il y a d'ailleurs la grande et la petite Kabylie. Et ce monsieur, eh bien, il est à la tête d'une espèce de mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Eh bien, ce monsieur Ferhat Meheni, qui ne représente à peu près, très peu de monde en Kabylie. L'écrasante majorité des Kabyles sont algériens, se sentent algériens, et n'ont pas envie d'un démembrement de l'Algérie. Mais je signale ça parce que ce Ferhat Meheni, eh bien, au cours de la semaine, est allé planter à l'Organisation des Nations Unies à New York, s'il vous plaît, devant les journalistes et devant les autorités américaines, et qui ne l'ont pas empêché de faire, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, est allé planter le drapeau d'une pseudo-Kabylie indépendante. Voilà. C'est la preuve que cette politique que je souligne, qui concerne l'ensemble de l'Union européenne, en fait, elle concerne bien l'ensemble des pays du monde. Les États-Unis et leurs affidés poursuivent avec détermination la destruction de tous les États-nations qui peuvent, un tant soit peu, s'opposer à eux. Alors, on imagine qu'ils vont quand même pas pousser à l'indépendance de Monte-Carlo par rapport à Monaco. Il y a quand même un moment à partir duquel le pays est tellement petit qu'on ne voit pas très bien pourquoi on le démembrer. Mais il y a quand même une volonté d'indépendance, de promouvoir les indépendances factices et de détruire les États-nations. Je l'ai déjà dit, je le répète, en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Soudan, en Libye, en Syrie, en Ukraine. Voilà, c'est partout on morcelle les États. Les États-Unis soutiennent le Dalai Lama, je l'ai déjà souvent expliqué, pour essayer de décrocher le Tibet de la République populaire de Chine. Ils soutiennent une certaine Rabia Kader, qui est la présidente des Ouïghours en exil. Alors elle habite carrément à Washington. Elle fait ses conférences avec en arrière-plan le Capitole de Washington. Les Américains soutiennent également tous les mouvements qui visent à la pulvérisation des États au Moyen-Orient. On en a déjà souvent parlé. L'État islamique, Al-Qaïda, Al-Nosra, tout ceci est soutenu en sous-main. Et puis soutiennent donc également les mouvements indépendantistes en Algérie. Et puis, comme le nuage de Tchernobyl, cette politique ne s'arrête pas aux frontières de la France. Cette politique, elle est à l'œuvre également en France, mais évidemment d'une façon beaucoup plus subtile et sournoise. C'est la politique des euro-régions sur laquelle nous allons beaucoup insister au cours de la campagne électorale pour les régionales qui s'annonce. Troisième sujet d'actualité internationale qui m'a frappé au cours des derniers jours, c'est le rapport qui, paraît-il, va être rendu, ou a été rendu, ou est sur le point d'être rendu. Enfin, c'est un journal néerlandais qui en a donné l'information. Finalement, le mystère sur l'avion de la Malaysian MH17 serait enfin éclairci. L'avion de la Malaysian Airlines qui s'est écrasé au sol le 17 juillet de l'année dernière, 2014, aurait été abattu par un missile Buk de fabrication russe et aurait été tiré depuis une zone peuplée majoritairement de sécessionnistes de la région du Donbass et donc dans une zone pro-russe. Alors cette information normalement aurait dû faire sensation, aurait dû être sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui était, rappelez-vous, c'est quand même une affaire épouvantable où il y a plusieurs centaines de personnes, majoritairement des Néerlandais et des Malaisiens, qui ont perdu la vie dans des conditions épouvantables. Donc cette affaire aurait dû être extraordinairement médiatisée au niveau international. Il a été question que de cela, rappelez-vous, l'été dernier, pas l'été dernier, mais l'été de 2014, en juillet, août, septembre, etc. C'est d'ailleurs à cause de ça en partie qu'il y a eu les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre la Russie. Cette information finalement on peut dire qu'elle n'a rien, elle n'a pas suscité beaucoup de vagues. Pourquoi? En réalité, parce que je pense ici ne pas travestir beaucoup le sentiment général, c'est qu'il y a quand même un malaise et un sentiment de suspicion sur cette affaire. Cet avion s'est écrasé donc le 17 juillet 2014.
Il a fallu attendre donc quasiment le 17 octobre, enfin le 13 ou le 14 octobre 2015 pour avoir, c'est-à-dire 15 mois après, pour avoir une information qui, au miracle, correspond exactement à ce qu'avaient dit les Américains le soir même. C'est quand même très très bizarre. Moi, je rappelle que les boîtes noires de cet avion avaient été retrouvées quelques jours après, par d'ailleurs les sécessionnistes du Donbass, que ceux-ci avaient benoîtement remis les boîtes noires d'ailleurs aux enquêteurs néerlandais. S'ils avaient eu, me semble-t-il, s'ils avaient eu comment dirais-je, la conscience peu claire, ils auraient dit qu'ils les avaient jamais retrouvés. Ils ont remis ces boîtes noires, qui sont oranges d'ailleurs, et mieux encore, ils ont accepté de les remettre aux Pays-Bas, qui est un pays complètement dans la main de l'OTAN. Enfin, on ne compte plus le nombre de Néerlandais qui sont dans les plus hautes instances de l'OTAN. Normalement, enfin moi je sais que si j'avais été à la place des autorités russes, j'aurais demandé que ce soit remis à un panel d'experts internationaux sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies, ou pourquoi pas d'ailleurs sous la houlette de la Malaisie, puisque l'avion était malaisien. Avoir remis ça aux autorités néerlandaises, c'était évidemment déjà, c'est comme pourquoi pas aux Américains aussi, pour qu'ils annoncent ce dont il s'agit. C'est à peu près pareil. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que pendant 15 mois, on a attendu le contenu de ces boîtes oranges qui étaient parfaitement en bon état, qui n'ont jamais été divulguées, ce qui est quand même une anomalie inouïe. Et puis le troisième point, c'est que évidemment personne ne peut passer à côté de ce fait qu'on apprend cette information alors même que les Russes sont en train de marquer des points de façon considérable, non seulement dans la lutte contre les terroristes en Syrie, et notamment le prétendu État islamique, mais pas seulement, mais les Russes sont également en train de marquer des points en termes de diplomatie et d'influence mondiale. Les États-Unis et leurs domestiques français et anglais se retrouvent dans une très très mauvaise situation. Tout le monde a bien compris que les États-Unis ont fait semblant de taper sur les terroristes de l'État islamique. Le sketch dure depuis plus d'un an. En l'espace d'un an et demi, la plus formidable armada du monde que représentent les États-Unis, puisqu'ils dépensent à eux seuls près de la moitié des dépenses militaires mondiales. Ça veut dire que les dépenses militaires américaines sont presque équivalentes aux dépenses militaires de tous les autres États du monde. Eh bien, figurez-vous que ce pays n'était pas capable de démanteler les terroristes du prétendu État islamique. Ils faisaient des escarmouches, ça a duré 1 an et quelques. Et puis d'un seul coup, les Russes disent on va vous aider, puisque vous vous battez contre l'État islamique, on va vous aider. Et puis en l'espace de 15 jours, ils ont déjà très largement balayé le truc. Alors évidemment, les opinions publiques, notamment en Occident, se posent très légitimement des questions et vont de découverte en découverte, en découvrant notamment, avec toutes les preuves qui s'accumulent, eh bien que les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN, à la fois tapent sur les terroristes et les soutiennent en même temps. Le plus beau ayant été, la plus belle confirmation ayant été les propos complètement incohérents de M. Laurent Fabius, qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères jusqu'au jour où tout le monde attend qu'une chose, c'est qu'il soit viré. Enfin, on supporte plus, M. Fabius. Eh bien, M. Fabius, il y a 3 ans ou 2 ans, disait qu'Al-Nosra faisait un bon boulot, et puis récemment disait qu'il fallait taper sur Al-Nosra et Al-Qaïda, et puis après on a appris dans le Canard enchaîné que non, finalement, les militaires français ont instruction de ne pas bombarder Al-Qaïda et Al-Nosra. Enfin, plus personne n'y comprend rien. Bon, tout ça, les opinions occidentales, elles le mesurent. Et c'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup de gens se sont dit ces informations sur le Malaisien 17, voilà, on en prend et on en laisse, parce que qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Finalement, il est à craindre que nul ne saura jamais la vérité de cette affaire. Il y a un 4e sujet international, il y en a beaucoup, mais un 4e sujet aussi qui m'a beaucoup frappé, qui alors là concerne un individu en particulier, c'est Julian Assange. Vous savez, celui qui a révélé les documents dans le cadre du scandale Wikileaks, et qui était au Royaume-Uni et puis qui s'est réfugié. Je crois que c'était quelque chose comme en avril 2012, et qui s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni lorsqu'il a compris qu'il y avait des accusations qui avaient été portées contre lui, des accusations de viol par une Suédoise. Et donc il risquait d'être extradé vers la Suède, et puis de la Suède, il risquait d'être extradé vers les États-Unis. Or les États-Unis
Et lui le poursuivait pour les raisons pour des motifs justement d'avoir rendu public des milliers de documents confidentiels, paraît-il. Et je crois même qu'il risquait à ce titre la peine de mort. Alors, l'information d'aujourd'hui, enfin de ces derniers jours plus exactement, c'est que Julian Assange, qui donc est réfugié depuis 3 ans et plusieurs mois, 3 ans et 4 mois, j'étais en juin 2012, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, il paraît-il qu'il a mal à l'épaule. Et donc, ils ont fait venir un médecin. Le médecin a diagnostiqué je ne sais pas quoi à l'épaule. Et donc, le médecin a dit qu'il fallait qu'il aille subir des investigations plus approfondies par IRM, par résonance magnétique de son épaule pour voir ce qu'il avait à l'épaule. Et donc, l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni a demandé aux autorités britanniques a demandé un sauf-conduit. Un sauf-conduit, c'est-à-dire qui permettrait à Julian Assange de sortir de l'ambassade, de se rendre dans un hôpital britannique, d'y suivre une IRM, et ensuite de revenir à l'ambassade sans être arrêté entre-temps, sans être inquiété. Voilà, c'est un sauf-conduit, on se croirait revenu vraiment au Moyen-Âge. En attendant, c'est effectivement pour être sûr que les autorités britanniques ne l'arrêtent pas. Voilà. Eh bien, les autorités britanniques ont refusé. Voilà. Alors c'est quand même une information assez extrêmement déplaisante et assez inquiétante. Je rappelle quand même que le Royaume-Uni, dans la mentalité générale, c'est quand même le peuple d'Europe, avec peut-être les Espagnols qui ont commencé un petit peu avant, avec certaines communautés forales en Espagne au très haut Moyen Âge, mais en gros, on considère que c'est à partir de 1215, avec la Magna Carta, que les Britanniques ont inventé le principe des libertés publiques en Occident. Voilà. C'était d'ailleurs ensuite, il y avait eu l'habeas corpus, c'est-à-dire qu'il y a encore une 50aine d'années, les Britanniques avaient ce privilège assez incroyable, même pour les Français, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se promener librement dans la rue sans avoir sur eux le moindre papier. Il n'y avait pas de papiers d'identité, on considérait que ça faisait partie des libertés publiques. On en est bien loin, et maintenant on voit que le gouvernement de Londres a refusé ce principe même de laisser sortir pendant quelques heures quelqu'un qu'il recherche, qui bénéficie de la protection diplomatique équatorienne, puisque le gouvernement du président Rafael Correa de l'Équateur a accordé l'asile politique à Julian Assange. Donc le gouvernement britannique a refusé, c'est-à-dire qu'il préfère éventuellement, je ne sais pas ce qu'il a, Julian Assange, mais peut-être de voir son état de santé se dégrader très lourdement. C'est quand même très inquiétant. Ça donne à penser que les pays occidentaux filent vraiment un très très mauvais coton en matière de liberté publique. Alors on le savait, mais là quand on a un événement de cette nature, eh bien d'un seul coup on sursaute. On sursaute parce qu'on se rend compte que, effectivement, voilà quelqu'un comme Julian Assange qui a voulu dénoncer les écoutes généralisées. C'est comme Snowden, qui est réfugié, ne l'oublions pas, en Russie. Paraît-il que la Russie, c'est l'épouvante en matière de liberté publique et de droits de l'homme. Mais les gens qui me disent ça, moi, en France, je leur demande comment se fait-il que Snowden se soit réfugié en Russie. Et comment se fait-il qu'alors qu'il avait demandé, par exemple, l'asile à la République française, eh bien la France lui ait refusé. Hein, voilà. En fait, Julian Assange, comme Snowden, comme un certain nombre d'autres, sont ce qu'on appelle en américain des whistleblowers, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte. Et ils suscitent en fait un soutien implicite, peu expansif, mais réel dans les populations occidentales. Alors cette information, d'ailleurs, tombe en 5e information internationale, je vais m'arrêter là, mais on a appris aujourd'hui un nouveau scandale en Allemagne, c'est que les services secrets allemands, le BND, eh bien, auraient écouté les dirigeants français depuis un certain nombre d'années. Alors, on nous assure tout de suite que oui, mais ils ont mis un terme à ces écoutes en 2013. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Qui mettent un terme en ce moment, on aurait pu le comprendre, puisqu'ils sont démasqués, mais quand un truc marche, on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services secrets américains espionnent la planète entière, et puis que les services secrets allemands espionnent la planète entière. On aimerait être sûr que les services français espionnent tout autant les autres que nous nous faisons espionner, mais malheureusement, je n'en suis pas si certain. Et je crois savoir, parce que j'ai un certain nombre d'informations
et qui me viennent de sympathisants, voire d'adhérents de l'UPR. Il y a beaucoup de monde maintenant à l'UPR, y compris des gens qui ont travaillé dans un certain nombre de services et qui me disent que finalement, en ce moment, dans les services de renseignement français, mais il est mal vu d'espionner, paraît-il, nos alliés de l'OTAN. Voilà. C'est-à-dire que la France, encore une fois, se fait avoir naïvement. On a des instructions qui sont complètement déconnectées de la réalité internationale. Et s'il est exact que instruction est donnée à nos services de renseignement de ne pas espionner nos partenaires, on est vraiment, vraiment, vraiment les dindons de la farce. Que vous inspire l'affaire Air France ? Alors l'affaire Air France, il y a plusieurs choses à en dire. Premièrement, on a vu, le monde entier a vu ces scènes assez extraordinaires à l'issue, je crois, d'un comité central d'entreprise. Qu'il y a eu, on a vu 2 cadres dirigeants, le directeur des ressources humaines notamment, je crois, du groupe, qui ont été pris à partie par certains des salariés mécontents et qu'ils se sont jetés sur les 2 dirigeants, ont arraché leurs costumes, lacéré les chemises, enfin bon. On aurait presque cru que c'était Johnny Hallyday en 1963, sauf que là, c'était pas sympathique, c'était pas des fans, c'était vraiment des salariés qui, on avait le sentiment qu'ils étaient prêts à lyncher les deux cadres dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose qu'il faut dire quand même, c'est que nous sommes dans un état de droit, normalement. Normalement, on est dans un état civilisé. On ne peut pas approuver ce genre d'attitude. Il faut pas exagérer. C'est de l'inconséquence lorsque je vois tel ou tel responsable politique trouver que c'est normal. Il ne faut pas exagérer. Je dirais d'autant plus qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les 2 cadres en question qui ont été molestés, c'est pas les cadres qui décident. Ils ne sont eux-mêmes que du haut encadrement du groupe Air France. Il y en a un qui est directeur des ressources humaines, l'autre je ne sais plus exactement ce qu'il est, peut-être gestion, finance, quelque chose comme ça. Mais c'est pas le président de l'établissement, et ce ne sont pas les actionnaires. Ce ne sont en définitive que des salariés, eux aussi, parmi les autres. Donc on ne peut pas approuver ce genre de choses. Néanmoins, il s'agit d'un symptôme, parce qu'Air France est quand même une société chic, une société à la mode, une société où normalement le personnel a une très grande fidélité à cette entreprise créée en 1933, qui est un des fleurons, un des symboles même de la France. Donc normalement, il y a une élégance naturelle chez les pilotes, les copilotes, le personnel navigant commercial, le personnel au sol. Il y a quand même une grande tradition d'élégance et de raffinement sur Air France. C'est ça qui a choqué. Eh bien, si des salariés qui peuvent être dans les bureaux, des techniciens ou au sol ou je ne sais pas où, ou du personnel navigant, en sont venus à ça, c'est qu'il y a une extrême exaspération du personnel. Et il faut comprendre, moi j'ai parlé avec il se trouve qu'on a à l'UPR quelques adhérents qui travaillent à Air France. J'en ai rencontré qui m'ont dit à quel point ils ont le sentiment d'être constamment pressurés. Les plans se succèdent les uns après les autres pour virer de plus en plus de monde, pour diminuer les salaires ou en tout cas augmenter considérablement les rythmes de travail. Et en fait, il y a des sacrifices constants dont ils ne voient pas le bout. Alors, je ne suis pas un apôtre de la mauvaise gestion et qu'il ait fallu faire des efforts à Air France, c'était bien naturel. C'est vrai que sans doute certaines mauvaises habitudes avaient été prises du temps où le trafic aérien, le marché du transport aérien était extraordinairement réglementé avec une espèce d'oligopole de quelques grandes compagnies aériennes. C'est vrai que tout ceci a volé en éclats avec notamment maintenant la déréglementation du marché aérien, avec des compagnies aériennes comme notamment les compagnies dans le golfe arabo-persique qui, comme Emirates pour les Émirats arabes unis, enfin plus exactement pour l'Émirat de Dubaï, comme Etihad pour, je crois, l'Émirat d'Abu Dhabi, pour Qatar Airways pour l'Émirat de Qatar, etc. Donc ces entreprises sont extraordinairement performantes parce que notamment elles bénéficient d'un accès au kérosène à des tarifs extrêmement faibles. Bon. Alors, des efforts étaient nécessaires, ils ont été faits. Il y en a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les salariés, mais on a l'impression que c'est jamais assez. Et ce que craignent beaucoup de salariés d'Air France, c'est qu'ils craignent en fait que
on aille vers tout simplement la fermeture d'Air France. D'ailleurs, lorsqu'on apprend qu'il y a 14 avions, je crois, qui vont être supprimés, revendus, un avion, ça crée 100 emplois autour d'un avion. Entre les pilotes, les copilotes, les mécaniciens, le personnel navigant commercial et puis les personnes au sol, il y a à peu près une centaine de personnes supplémentaires par avion. Donc vous imaginez ce que ça représente lorsque l'on ferme des lignes et lorsque l'on supprime des avions. Donc le personnel d'Air France est extrêmement inquiet et plusieurs d'entre eux m'ont fait part du fait qu'ils craignaient que la société Air France, au bout du compte, ne ferme la porte. Alors, nous, qu'est-ce que l'on dit face à ça? On dit que de toute façon, il faut absolument qu'Air France continue. On ne va pas refaire comme le paquebot France. C'est-à-dire qu'il faut que la France ait sa propre compagnie. C'est la compagnie porte-drapeau, comme on dit. En tout cas, si l'UPR arrive au pouvoir, eh bien, nous veillerons à faire en tout pour que l'État actionnaire use de son poids pour maintenir Air France, qui est une des vitrines même de notre pays. J'ajoute d'ailleurs que dans les négociations avec les compagnies aériennes étrangères, il faudrait mettre un petit peu, puisque prétendument l'Union européenne pourchasse les distorsions de concurrence, il faudrait mettre un peu son nez sur les comptes de résultats des compagnies aériennes comme celles dont je parlais, les compagnies du Golfe. Voilà. Est-ce qu'il est normal, finalement, de laisser toutes les compagnies aériennes des pays développés fermer les unes après les autres, ou subir plan de licenciement sur plan de restructuration les uns après les autres, tout simplement parce qu'il y a des compagnies aériennes où le personnel est payé extrêmement à très très bas prix, ou bien qui se fournit avec du kérosène à très bas prix. Au-delà de cette affaire Air France, ça témoigne aussi d'un climat général dans la société française. Je voyais, il y a des journaux qui ont dit quand même le dialogue social est en panne. Mais c'est normal qu'il soit en panne, parce que c'est plus un dialogue, c'est un monologue. Il n'y a plus de dialogue social. Ce qu'on appelait le dialogue social, c'est un terme d'ailleurs que les gens de gauche trouvent connoté à droite. Bon, en fait, c'est un peu ce que les syndicats du temps où les syndicats défendaient leurs salariés. Alors, ils parlaient de lutte sociale. Bon, normalement, que ce soit une lutte sociale ou un dialogue social, normalement, eh bien, chaque parti faisait un morceau du chemin. On n'avait pas le sentiment actuellement, depuis maintenant, notamment dans le cadre de la mondialisation dite inévitable et dans le cadre des traités européens, on a l'impression que le dialogue social consiste à réunir les comités d'entreprise et puis à dire voilà, on va supprimer tant d'emplois, merci beaucoup messieurs, la séance est levée. Bon, donc les gens ils acceptent un peu, beaucoup, passionnément, puis à la fin ils en peuvent plus et puis ça débouche sur une crise majeure comme celle-ci. Alors, encore deux autres choses à dire, c'est que on a appris ces jours-ci qu'il y a eu 6 salariés d'Air France qui ont été interpellés à leur domicile au petit matin, à l'heure du laitier, comme aurait dit je sais plus qui, Churchill. Ils ont été interpellés à leur domicile comme des grands malfaiteurs. Ils ont été emmenés à la police, mis en examen. Enfin, si j'ai bien compris, ils risquent maintenant la prison. Bien sûr, on ne peut pas admettre les violences, ça c'est exact, et c'est pas bien. Mais de là à ce que l'on envisage de mettre ces gens à les condamner à de la prison ferme, c'est quand même beaucoup, compte tenu de la clémence, pour ne pas dire plus, de la justice sur d'autres cas. Je vois quand même que, sauf erreur de ma part, M. Cahuzac, ci-devant ministre des Finances, qui avait fait des fraudes fiscales absolument énormes, qui se permettait en plus de ça de piloter des colloques pour lutter contre la fraude fiscale, enfin vraiment c'est invraisemblable. Eh bien, ce M. Cahuzac est toujours là, une bonisse, enfin, il n'a pas été inquiété le moins du monde. M. Thévenoud, le ci-devant ministre du Commerce extérieur, qui avait du psoriasis dès qu'il s'agissait de signer un chèque pour les impôts, donc ce ministre qui ne payait pas ses impôts depuis X temps, eh bien la seule chose qu'on lui a demandé, c'est de quitter le gouvernement. Il a retrouvé d'ailleurs en cadeau, en prime de départ, il a retrouvé son poste de député, tout va très bien pour lui.
Je n'ai pas le sentiment que les époux Balkany, à part le fait qu'on leur a piqué un certain nombre de propriétés acquises dans des conditions, semble-t-il, suspectes, je n'ai pas le sentiment que les époux Balkany vont se retrouver sous les verrous prochainement. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement choquant dans l'esprit des gens, c'est que ce deux poids deux mesures, et ça rappelle la fable de La Fontaine, selon que l'on sera grand ou misérable. Voilà, ça n'est pas bien. Et moi, je pense que le gouvernement serait bien avisé de mettre de calmer le jeu et d'arrêter les poursuites contre les personnes qui ont fait ça. Voilà ce que je crois, parce que cette crise qui a eu lieu à Air France, elle risque de dégénérer, elle risque de se propager dans toute la société française, et pour une raison très simple, c'est que lorsque l'on pousse un peuple à bout, et qu'en plus de ça, on lui cache toute possibilité de sortie de cette crise, quand on veut lui faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'il subit, eh bien, les gens finissent par réagir comme il se doit. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'autre solution possible, eh bien, les gens, à ce moment-là, pètent un câble, comme on dit, ou pètent les plombs, et peuvent se livrer à la violence. Ça est toujours comme ça qu'ont commencé les révolutions en France. Je pense que nos dirigeants devraient y faire attention. Que vous inspire la polémique sur l'éventuel licenciement de Philippe Verdier de France 2 ? Ça, c'est une polémique qui vient d'apparaître, c'est un peu en cours. À vrai dire, je n'ai pas lu le livre. C'est un livre sur climat, investigation, ça s'appelle, je crois, le titre. Si j'ai bien compris, il remet en cause un certain nombre d'idées acquises, paraît-il, sur le climat, sur le réchauffement climatique. Il considère que ceci, si j'ai bien compris, j'ai pas lu le livre. Il considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexactes ou qui mériteraient en tout cas un débat qui n'a pas lieu. Il a dénoncé le fait qu'il y ait, paraît-il, une chasse aux sorcières dès que quelqu'un remet en cause les présupposés du réchauffement climatique. Alors tout ceci évidemment fait un tout petit peu désordre parce que il était le responsable du service météo à la télévision. Et puis évidemment il va y avoir ce fameux sommet COP 21 là, au mois de décembre, sur le sommet climatique, sur lequel Monsieur Hollande, le locataire de l'Élysée, a mis tout son poids, qui est bien faible d'ailleurs. Enfin, il a mis tout son poids là, au nom du contribuable. Monsieur Hollande multiplie les effets d'annonce. Il annonce qu'on va mettre X milliards sur le réchauffement climatique, enfin contre le réchauffement climatique. Bon, voilà. Alors évidemment, ce pavé dans la mare que sort le journaliste, évidemment, fait un peu désordre. Mais en tout cas, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que si j'ai bien compris cette information, c'est qu'il va être viré purement et simplement de son poste, alors que c'est quand même un journaliste, et que normalement la charte de Munich de 1971 qui fixe le travail des journalistes impose à un journaliste de rechercher la vérité. Voilà, donc un journaliste peut éventuellement se tromper, mais enfin, si on virait des journaux et des télévisions et des radios tous les journalistes qui se sont trompés une fois, il y aurait plus grand monde dans les journaux et les télévisions. Donc c'est le principe même de l'indépendance du journalisme qui est désormais en cause. Voilà. Alors j'ai vu, il y a eu un débat sur je ne sais plus quelle radio là, ce matin où il y avait d'autres journalistes qui venaient un petit peu au secours de Philippe Verdier en disant oui, c'est un scandale. Le climat est le seul sujet sur lequel il y a une pensée taboue. On n'a pas le droit de penser autrement. Ça m'a fait drôlement rigoler. Enfin, plus également, ça m'a fait rire jaune. C'est se moquer du monde sur tous les sujets, en fait. Tout est tabou en France. On n'a pratiquement plus le droit de débattre de quoi que ce soit. Il y a d'ailleurs même le magazine Marianne qui fait un colloque, j'ai vu ça, sur peut-on encore débattre en France. Le magazine Marianne qui d'ailleurs ne nous a jamais donné la parole, sauf une fois pour faire un article venimeux contre l'UPR, sans jamais me faire une interview honnête. Le même magazine Marianne qui dit voilà, peut-on encore débattre en France. La réalité, c'est que malheureusement, les débats de fond sont interdits, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les termes des échanges internationaux, que ce soit sur le TAFTA, que ce soit sur l'Union européenne, bien entendu, l'OTAN, la Russie, la Syrie. Voilà, les débats sont interdits. Heureusement qu'il y a Internet et qu'il y a des sites alternatifs.
Les débats sont tellement interdits qu'on apprend aujourd'hui même, donc 15 octobre, qu'il y a eu 104 arrestations à Bruxelles parce qu'il y a une manifestation qui a dégénéré autour de la Commission européenne et du Parlement, là, au Berlaymont, dans le centre de Bruxelles, des manifestants notamment venus d'Espagne qui manifestaient contre le TAFTA. Là aussi, comme pour Air France, les choses sont en train de dégénérer. Ben, évidemment, la Commission européenne a reçu 1 million de pétitions signées à travers toute l'Europe de gens qui demandaient l'arrêt des négociations sur le le traité transatlantique. La Commission européenne a mis les 1 million de pétitions directement à la poubelle. Alors ensuite, la pétition, il y a une autre pétition, la pétition s'est poursuivie, et puis les activistes qui font ça ont apporté non plus 1 million de signatures, mais 3 300 000 signatures. La Commission européenne a classé ça au panier également. En d'autres termes, les dictateurs de l'Europe ne se cachent même plus. Je rappelle que la Commission est constituée de 28 personnes, hommes et femmes, qui n'ont été nommés par absolument personne, que personne ne connaît. On perd pas grand-chose, d'ailleurs, je pense. Mais enfin, en tout cas, ce sont des gens qui sont des commis de dictateurs, et qui on leur montrerait qu'il y a 560 millions, ben il y a 560 millions d'habitants, je crois, en Europe, enfin dans l'Union européenne. Il y aurait une pétition de 560 millions de personnes, ils continueraient à dire non, on maintient ce que veut, en gros, Goldman Sachs, BNP Paribas, Monsanto, BASF, voilà, c'est ça en fait. Donc on est vraiment dans une dictature. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, c'est-à-dire que les gens pètent un câble. C'est ce qui s'est passé à Air France. Nous allons de plus en plus vers des dérapages en matière d'ordre public qui vont se multiplier. C'est absolument certain, puisque nous avons affaire à une dictature qui, même si elle ne dit pas son nom, est bel et bien une dictature et qui ne veut pas en aucun cas accepter de partager le pouvoir, ou plus exactement de rendre le pouvoir au peuple auquel il appartient. Comment commence la campagne pour les régionales? Ah bah écoutez, c'est une question qui s'inscrit parfaitement avec ce que je disais à l'instant, parce que la campagne pour les élections régionales de l'UPR, elle commence tout à fait bien, du point de vue technique, j'entends. Voilà, nous avons préparé, les affiches sont en cours d'impression, seront livrées dans quelques jours. On va commencer donc à peu près à la fin octobre à tapisser les murs les panneaux de France pendant donc 5 semaines. Au début où s'ouvre la campagne officielle, on va pouvoir coller nos affiches à travers toute la France. J'en profite d'ailleurs pour signaler que nous avons franchi aujourd'hui même, 15 octobre, la barre des 40% de notre collecte. On a dépassé les 280 000 euros réunis, ce qui nous permet déjà d'être certains de pouvoir imprimer tous les bulletins de vote dans les 13 régions où nous nous présentons, et puis également les affiches. Voilà, il faut poursuivre pour pouvoir financer les professions de foi, mais j'ai bon espoir. À partir du moment où on va entrer dans le vif du sujet, il faut que tout le monde se mobilise, et je lance de nouveau un appel à la mobilisation financière. Tout le monde doit y mettre de sa poche, à commencer par moi, mais à continuer par tout le monde. Tous les gens, selon leurs moyens, doivent mettre de leur poche pour qu'on puisse atteindre notre budget. On s'était fixé un budget de l'ordre de 700 000 euros. Si c'est un petit peu moins, si ça fait 600 000, enfin un petit peu moins, ça fait quand même 100 000 euros de différence, on taillera dans un certain nombre de dépenses, mais on aura préservé le noyau dur qui est toutes les affiches, toutes les professions de foi, tous les bulletins de vote, à chaque fois en 13 versions différentes, puisqu'il y a 13 régions, plus les frais d'organisation de certains déplacements et de certaines réunions. Donc du point de vue technique, ça va très bien. En revanche, et c'est là où on reboucle avec ce que je disais juste auparavant, c'est que nous sommes maintenant confrontés à un problème majeur vis-à-vis des médias. L'UPR en ce moment engrange de plus en plus d'adhésions. On a dépassé les 8830 adhérents en ce 15 octobre. Nous espérons qu'au cours de la campagne, on va certainement dépasser les 9000 adhérents, peut-être même les 9500 adhérents. Je ne suis pas sûr qu'on atteindra les 10 000 adhérents pour le 31 décembre, mais enfin, en gros, on ne devrait pas en être très très loin. C'est quand même un énorme succès. Nous avons normalement, on devrait avoir un accès aux médias, d'autant plus que dans les régions où nous nous présentons, il y a 8, 9, 10, 11, 12 listes.
Donc il est normal, il serait normal qu'on parle de nous. Alors, on commence à parler de nous dans certaines régions. Je suis allé soutenir nos équipes en Auvergne, Rhône-Alpes. On a eu notamment un article dans Le Progrès de Lyon. Il y a eu notre tête de liste régionale, Jean-Christophe Loutre, en Normandie, a eu un petit passage sur France 3. On a eu des petites couvertures médiatiques d'Yvan Iri-Miris en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, de Jean-François Gourvenec pour la région Bretagne. Voilà, donc ça devrait se développer. Mais il y a un mais, c'est que pour l'accès aux médias, aux grands médias nationaux, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, France Inter, France Info, France Culture, et puis également RTL, RMC, Europe 1, Sud Radio, et puis également BFM TV, iTélé, voilà, toutes ces télévisions et radios, nous n'avons rien. Et en plus de ça, nous n'avons rien non plus dans les grands journaux. À part le journal La Croix, qui a fait son devoir en présentant notre candidature, on ne cesse que d'être effaré par la situation de la liberté de la presse en France. Le magazine L'Express avait présenté les listes des candidats dans toutes les régions, systématiquement en omettant le candidat de l'UPR. Il a fallu que des dizaines et des dizaines et des dizaines de sympathisants ou d'adhérents de l'UPR interviennent auprès du magazine L'Express pour qu'on finisse par avoir mention de notre existence. Aujourd'hui même, on a vu que le magazine Le Point fait un grand dossier sur les régionales en Île-de-France où il y a tous les candidats sauf moi. Ils ont même fait mieux, ils ont même mis 2 candidats d'ailleurs pour l'UMP, qui est 2 têtes de liste régionales pour l'UMP, c'est quand même fort. Avec à chaque fois, bien entendu, un renvoi vers le programme. Il n'y a que l'UPR qui n'est pas mentionné. C'est délibéré, parce que tous ces magazines ont reçu, bien entendu, nos communiqués de presse. Il suffit d'ailleurs d'aller maintenant sur Wikipédia pour voir qu'on a réussi à faire passer sur Wikipédia le fait qu'on se présente dans ces élections. D'ailleurs, il y a des radios enfin tout le monde est au courant dans la petite sphère journalistique. Tout le monde est au courant de ce que nous nous présentons, que nous menons campagne. Eh bien, voilà, le magazine Le Point a décidé de faire comme si nous n'existions pas. J'ai lancé aujourd'hui même un appel à tous nos adhérents et sympathisants. On ne doit rien lâcher. Il faut que tous nos adhérents, tous nos sympathisants écrivent immédiatement. D'abord, nous informent l'UPR dès qu'il constate que dans un média, un grand média, il n'y ait pas question de l'UPR. Et deuxièmement, se mettre immédiatement on demandera à tous nos adhérents et sympathisants de faire le siège du média en question jusqu'à ce qu'ils fassent, c'est quand même un minimum, c'est que dire que nous sommes candidats. On ne demande pas de faire notre promotion, on demande quand même de dire au minimum que nous sommes candidats. C'est quand même extraordinaire. Dans le même genre, c'était hier, dans la Dépêche, il y avait un sondage qui donnait d'ailleurs le sondage, c'est un sondage IFOP, qui donnait 1% à la liste dirigée de l'UPR, dirigée par Yvan Miris. Alors, ils avaient mis l'infographie du sondage où on voyait l'UPR, mais dans le commentaire, il était question de tous les partis politiques, y compris de lutte ouvrière, qui était donné à 0,5, donc moitié moins que de nous, y compris il y a même une petite liste d'extrême droite dirigée par Jean-Claude Martinez, une liste dissidente du FN. Eh bien, nous, on n'était pas question de nous. C'est quand même formidable. Alors, quelles conséquences, quelles conclusions il faut en tirer? Il faut en tirer la conclusion, c'est que, décidément, l'UPR gêne. Décidément, l'UPR, c'est bien le seul mouvement politique qui fasse peur au système. Vous pensez bien? Ah ça, Madame Le Pen, elle fait l'objet de promotions absolument continuelles. Monsieur Dupont-Aignan également. Monsieur Mélenchon, idem. Madame Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Tout ça, c'est du gâteau. Parce que tout ça, ce sont des gens qui tapent, qui critiquent, mais qui sont pour une autre Europe et qui proposent pas d'en sortir. Donc tout ça, c'est parfait. Ils respectent la loi de la mafia qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire, on a le droit de tout taper, de tout critiquer. Et la seule chose qu'il ne faut jamais dire, c'est proposer aux Français de leur expliquer que tout ça, on peut en sortir, on peut se libérer collectivement. Alors je parlais un instant de Madame Le Pen et il y a un nouveau scandale qui vient de sortir, c'est que
la télévision publique, France 2, a décidé d'inviter l'héritière de la SARL Le Pen pour la 5e fois à l'émission des Paroles et des Actes, qui est la grande émission politique pendant 2 heures de politique en France. Alors c'est un scandale à de nombreux égards parce que premièrement, aucun responsable politique d'aucun parti politique n'a jamais été invité 5 fois à cette émission. Donc Madame Le Pen, c'est la 5e fois. En d'autres termes, le Front National est devenu désormais le candidat officiel de l'oligarchie. C'est ça qu'il faut bien se dire. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent. En particulier, on reçoit beaucoup de courriers de gens désespérés et de gens qui disent qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, qui disent « j'envisage de voter le Front National », etc. Et pourquoi ils envisagent de voter Front National? Est-ce qu'ils sont allés regarder le programme du Front National? Pas du tout. Est-ce qu'ils se rendent compte que Mme Le Pen ne propose en aucun cas de sortir de l'Union européenne? Elle ne propose jamais, ni elle, ni les sbires qui sont avec elle, ne proposent de sortir de l'Union européenne par l'article 50, de sortir de l'euro par l'article 50, de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. En réalité, le Front National, aujourd'hui en France, joue le même rôle que Syriza en Grèce à la fin de l'année dernière. L'oligarchie avait promu Syriza en Grèce pour faire croire que les Grecs allaient tout bouleverser. En fait, Syriza était dirigé par un escroc, M. Tsipras, qui faisait financer ses voyages par George Soros, de la National Endowment for Democracy, qui avait comme responsable de l'économie M. Varoufakis, qui était professeur à l'université d'Austin dans le Texas, et Monsieur Tsipras, je l'ai déjà beaucoup expliqué, tapait sur la Commission européenne, sur la Banque centrale européenne, tapait contre les banques, etc., etc. Mais il disait il faut un autre euro et une autre Europe. Voilà. Nous, on avait dit à partir du moment où vous avez un mouvement politique qui refuse de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 selon un processus à enclencher dès l'élection et d'un processus unilatéral. S'il y a toujours du flou, du style on va essayer de renégocier, puis peut-être qu'à la Saint-Glinglan on envisagera d'eux, ça c'est que vous avez affaire à un leurre. Et le Front National, c'est le leur, comme a été le leur Tsipras et Syriza en Grèce. C'est la raison pour laquelle. Le FN passe en boucle, ça fait tellement scandale qu'aujourd'hui ou hier, Xavier Bertrand, ancien ministre de l'UMP, maintenant des Républicains, qui est candidat à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, eh bien, a écrit au CSA. Et à la différence de nous, on a écrit au CSA, mais nous n'avons pas encore rendu public la lettre. On espérait, je dis pas l'imparfait parce que nos espoirs sont en train de s'évanouir, on espérait que le CSA interviendrait en notre faveur. Eh bien, Xavier Bertrand, ancien ministre UMP, a écrit au CSA, il a publié la lettre pour dire à quel point c'est absolument scandaleux que Mme Le Pen passe une 5e fois dans cette émission. D'autant plus scandaleux d'ailleurs que c'est 2 jours avant le jour à partir duquel la France 3 le CSA, va comptabiliser les passages médias dans le cadre de l'équité des partis politiques. Voilà la réalité de la situation.